En avril 1967, à la base aérienne de Newat, dans le sud du Vietnam, 4 soldats australiens descendèrent un avion de transport portant des sacs à dos qui semblaient presque insultants par leur petite taille. Pas d'antenne radio, pas de caisse d'armes lourdes, pas de montagne de munitions, des éléments que la doctrine américaine considérait comme le strict minimum pour survivre en territoire hostile. Les Navy Seals, qui les observaient qu'au depuis le bâtiment des opérations, échangèrent des regards mêlant confusion et mépris. Une erreur catastrophique avait manifestement été commise au niveau de la logistique. Peut-être que le matériel réel se trouvait sur l'avion suivant. Peut-être que c'était un groupe avancé voyageant délibérément léger. Mais non. Ce n'était pas une erreur. Ces 4 hommes, avec leurs sacs discrets et leurs uniformes sans marque, portèrent des armes que les officiers américains jugeaient insuffisantes et arboraient des expressions qui ne trahissaient rien de ce qu'ils pensaient ou de leur destination. Ces hommes étaient sur le point de mener le programme d'entraînement le plus marquant de l'histoire des opérations spéciales américaines. En 72 heures, les SEAL qui les avaient observés en dissimulant à peine leur condescendance se retrouveraient immobiles, en position d'embuscade, couverts de boue, privés de la moitié de leur équipement auquel ils s'étaient déformés pendant des années, se posant une question qui allait définir la suite de leur carrière. Avaient-ils mené la mauvaise guerre tout ce temps ? Ce que ces 4 Australiens portèrent dans leurs sacs minuscules n'était pas un manque de préparation. C'était une philosophie. Une philosophie qui avait été payée de sang dans les jungles de Malaisie et les forêts de Bornéo, affinée à travers des décennies d'appels et de souffrances institutionnelles et condensée en une manière de bouger, de penser et de combattre que la machine militaire la plus technologiquement avancée de la planète avait mis 20 ans à construire, mais dans la mauvaise direction. Les Américains qui les observaient ne savaient pas encore qu'ils étaient en train d'assister à leur propre éducation. Ils ne comprenaient pas encore que ces hommes, qu'ils considéraient comme des colonials mal équipés, d'une armée de fermiers de moutons et de surfeurs, allaient démontrer quelque chose qu'aucun programme de formation américain, aucun manuel de doctrine américain et aucun budget de défense américain n'avaient réussi à produire. Ils allaient les montrer ce à quoi ressemble un soldat quand le système de formation qu'il a forgé est fondé sur les bonnes questions. L'armée des États-Unis, qui entra en force au Vietnam en 1965, avait mis 20 ans à devenir la machine de guerre conventionnelle la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Son système de formation avait été conçu, affiné et institutionnalisé autour des leçons de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Ces leçons étaient réelles, les guerres avaient été gagnées. Mais le problème de construire une institution autour des leçons des victoires est que l'institution commence à confondre la méthode avec le principe. La méthode qui avait écrasé l'Allemagne nazie était une puissance de feu industrielle écrasante portée contre des cibles militaires bien définies dans un conflit conventionnel. Le principe sous-jacent à cette méthode était quelque chose de plus fondamental et de plus transférable. Comprendre son ennemi, comprendre son environnement et aligner ses capacités précisément sur ce que la situation spécifique exigeait, l'armée américaine avait institutionnalisé la méthode et oublié le principe. En 1965, lorsque les premières grandes unités américaines arrivaient au Vietnam, le système de formation produisait des officiers et des soldats extraordinairement compétents dans un type de guerre spécifique que le Vietnam n'était pas. Ce n'était pas un échec de courage, d'intelligence ou d'engagement, c'était un échec d'imagination institutionnelle et aucun montant d'argent, de puissance de feu ou de détermination n'allait y remédier dans l'environnement spécifique d'une insurrection de population dans une jungle dense, Fadjimons contre un ennemi qui combattait des armées étrangères depuis 30 ans. Les Australiens savaient cela, pas parce qu'ils étaient plus intelligents, plus courageux ou mieux financés. Ils le savaient parce qu'ils avaient déjà fait cette erreur, l'avaient payé de sang en Malaisie et à Bornéo, et avaient reconstruit leur capacité d'opération spéciale autour des leçons spécifiques que ce sang leur avait enseignées. Le régiment spécial aérien australien SASR tirait sa lignée opérationnelle du British SAS, forgé lors des campagnes du désert nord-africain en 1941, selon la philosophie fondatrice de David Sterling, qui avait soutenu que de petites unités hautement sélectionnées et intensivement formées, opérant avec une autonomie maximale, pouvaient obtenir des effets disproportionnés à leur taille de manière que les formations conventionnelles massives ne pouvaient pas. Mais le SASR, qui arriva au Vietnam en 1966,
n'était pas simplement une version transplantée de l'original britannique. Il avait été façonné par une quinzaine d'années d'expérience opérationnelle dans la guerre de guérilla en jungle du sud-est asiatique, expérience qui avait produit des innovations doctrinales, des méthodologies de formation spécifiques et des standards psychologiques qui n'avaient aucun équivalent direct dans les programmes américains d'opérations spéciales. L'urgence malaisienne, qui s'était déroulée de 1948 à 1960, avait été le creuset. Les forces australiennes avaient en servi aux côtés des unités britanniques et du Commonwealth dans une campagne de contre-insurrection contre le Parti communiste malaisien, campagne qui avait exigé exactement les compétences que le Vietnam allait plus tard réclamer. Patrouille longue distance dans la jungle, renseignements sur la population, la capacité d'opérer pendant de longues périodes en terrain hostile sans soutien externe et une disposition fondamentale à accepter la discipline lente, patiente et sans éclat de l'observation et de l'attente, plutôt que le tempo agressif que la culture militaire conventionnelle valorisait. Les leçons de la Malaisie avaient été intégrées dans la doctrine de formation australienne avec un sérieux et une précision que n'importe quelle institution américaine n'aurait pu égaler. Lorsque la confrontation de Bornéo suivit au début des années 1960, ces leçons furent affinées encore davantage face à un ennemi différent, mais dans un terrain similaire. Lorsque les opérateurs du SASR fouleraient le sol vietnamien, ils portèrent la sagesse opérationnelle accumulée pendant 15 ans d'expérience continue dans la contre-insurrection en jungle. Les Américains qu'ils allaient former n'en avaient accumulé aucune. L'écart entre ces deux points de départ n'était pas un écart qu'un programme de formation pouvait combler totalement, mais les Australiens allaient tenter de le réduire. L'inspection du matériel, qui allait devenir légendaire parmi tous les Américains l'ayant vécu, commença dès le 2e jour du programme d'entraînement conjoint à Newat. Les instructeurs australiens demandèrent aux SEALs de vider complètement leur sac à dos sur le sol. 36 kg de matériel soigneusement sélectionné étalé sur le sol compacté en rangées nettes. Radio avec batterie de rechange, munitions en quantité suffisante pour soutenir plusieurs heures de combat, kits médicaux assez complets pour une chirurgie de terrain, rations pour des opérations prolongées, réservoirs d'eau, grenades de toutes sortes, fusées de signalisation, matériel d'escalade, vêtements de rechange, fournitures d'urgence. La sagesse accumulée des opérations spéciales américaines, produit de décennies de développement doctrinal, d'expériences opérationnelles et de réflexion logistique, compressée dans un seul sac à dos, très lourd, étalé sur le sol pour examen. Les instructeurs australiens marchaient le long de la ligne de matériel sans expression. Ils examinaient chaque objet, soulevaient chaque pièce, posèrent des questions sur l'utilité et la nécessité. Puis ils désignèrent à peu près la moitié de tout ce qui était sur le sol et prononcèrent au moins 3 mots qui allaient bouleverser la façon dont toute une génération d'opérateurs américains penserait à la guerre. Laissez-le derrière. Les protestations surgirent immédiatement et chaque objection était raisonnable au regard des normes du programme de formation qu'il avait produit. La radio était essentielle pour appeler un soutien aérien lorsque les engagements se dégradaient. Les munitions étaient synonymes de survie en contact soutenu. Le kit médical faisait la différence entre un opérateur rentrant chez lui et un autre qui rentrait dans un sac. Chaque objet avait été sélectionné par des processus institutionnels validés par l'expérience opérationnelle. On ne se débarrassait pas simplement de matériel que la doctrine exigeait. La réponse australienne à chaque objection était une question unique qui clôturait chaque débat plus efficacement que n'importe quel discours ne l'aurait fait. Si l'ennemi sait où vous êtes, à quoi bon tout ça ? Le silence qui suivit, cette question n'était pas celui de personnes insultées. C'était celui de gens dont les hypothèses fondamentales avaient été démolies en 10 mots. Toute l'approche américaine des opérations spéciales reposait sur une prémisse que les Australiens étaient maintenant en train de rejeter explicitement. La prémisse était que la supériorité du feu disponible grâce à la technologie et à la logistique pouvait compenser une position compromise. Se faire détecter, se battre pour s'en sortir, prendre des pertes, demander une évacuation sanitaire. Si la mission se dégradait, demander un soutien aérien et un renfort écrasant. La solution à chaque problème était d'amener plus de capacité, plus vite. La prémisse australienne était son opposé exact. Une position compromise n'était pas un problème à résoudre par l'application de capacités supérieures.
Une position compromise était la fin de tout ce que la patrouille était censée accomplir, peu importe combien de capacités on pourrait amener après. La détection n'était pas un contretemps. La détection était un échec, et le sac à dos de 36 kg n'était pas une garantie de survie. C'était une garantie de détection. C'était la chose la plus bruyante que l'opérateur portait. Et ce n'était pas seulement par le bruit du matériel qui s'entrechoquait, mais par le poids qu'il imposait à chaque pas, le balancement qu'il provoquait dans chaque mouvement, l'épuisement qu'il causait sur des kilomètres de terrain jungle, forçant l'opérateur à cesser de penser au silence et à commencer à penser à sa survie. Les mathématiques de la réduction du poids n'étaient pas simplement une question de porter moins. Il s'agissait d'être moins visible, moins audible, moins détectable par tous les sens que l'ennemi avait développés pendant 30 ans de guerre en jungle continue. Les Australiens ne demandaient pas aux SEAL de renoncer à des capacités. Les Australiens leur disaient que la capacité qu'ils pensaient avoir n'était qu'une illusion, acquise au prix de la seule véritable capacité qui comptait dans cet environnement, la capacité de demeurer inconnu. Le capitaine Mike Walsh, un officier des opérations spéciales américaines attaché au programme de formation en tant qu'observateur et évaluateur, a documenté ce qu'il a observé au cours des 3 semaines d'entraînement conjoints dans un rapport classifié qui allait circuler dans les couloirs du Pentagone pendant des années. Walsh n'était pas un officier naïf. Il avait servi sur plusieurs théâtres d'opérations, avait été formé à la guerre en jungle et était venu dans ce programme avec un mandat spécifique de ses supérieurs pour déterminer comment les forces spéciales américaines pouvaient reproduire ce que les Australiens accomplissaient. Le passage le plus cité de son rapport était aussi le plus honnête. Il écrivit que les forces américaines pouvaient acheter les armes australiennes, copier leur équipement de portage, mémoriser leurs procédures opérationnelles standards et étudier leur doctrine en traduction. Mais que rien de tout cela ne répliquerait ce qui rendait les Australiens efficaces, car ce qui les rendait efficaces ne pouvait pas être acquis. Cela devait être cultivé. La distinction entre acquérir et cultiver est la compréhension centrale de toute la méthodologie de formation du SASR et l'échec fondamental de chaque tentative américaine de la reproduire. Les Australiens ne possédaient pas des techniques, ils possédaient une culture forgée à travers des processus de sélection qui éliminaient les mauvaises formes de confiance en soi, des régimes d'entraînement qui récompensaient les bonnes formes de patience et une philosophie institutionnelle qui avait été reconstruite à partir des principes de base après que la Malaisie lui ait appris à quel point les mauvais principes étaient coûteux. On ne pouvait pas transférer une culture dans un programme de formation de 3 semaines. On ne pouvait pas la transférer dans un programme de 3 mois. On pouvait transférer des techniques spécifiques et les Australiens le faisaient avec une patience et une générosité authentiques. Mais l'écart entre posséder une technique et incarner une culture est précisément l'écart que Walsh documentait lorsqu'il écrivait que ce qui les rendait efficaces ne pouvait pas être acquis. La doctrine de l'odeur était la leçon que les opérateurs américains ont trouvée la plus choquante sur le plan viscéral. Et c'était aussi la leçon qui exposait le plus directement à quel point le système de formation américain avait échoué à comprendre l'environnement dans lequel il préparait ses soldats à opérer. Les Australiens l'expliquaient avec une précision clinique. La jungle vietnamienne avait un paysage olfactif spécifique, forgé par des milliers d'années de présence humaine continue et de pratiques agricoles. Sauce de poisson, rizières, végétation tropicale en divers stades de croissance et de décomposition, fumée de bois, excréments animaux, sols spécifiques, eau spécifique, composés organiques spécifiques. Les Viet Cong avaient grandi en s'imprégnant de ces odeurs. Leur calibration sensorielle à l'environnement de la jungle n'était pas une compétence apprise, c'était un héritage biologique provenant d'une vie entière passée immergée dans ce monde spécifique. Et dans ce monde, les soldats américains arrivèrent en portant les signatures chimiques de la civilisation industrielle. Déodorants, crème à raser, cirage pour bottes, huile pour armes, dentifrice, savon. Chaque composé était aussi étranger au paysage olfactif de la jungle qu'une fusée de signalisation et aussi détectable par un nez calibré pour ce paysage qu'une telle fusée. Les Américains pouvaient camoufler leur signature visuelle avec de la peinture et de la végétation. Ils pouvaient réduire leur signature acoustique grâce à une préparation minutieuse de l'équipement et une discipline dans leurs déplacements.
Mais ils n'avaient pas pensé à leur signature chimique, car personne dans leur système de formation ne leur avait dit qu'ils en avaient besoin. Les Australiens avaient appris cette leçon en Malaisie, l'avaient payée de leur vie et l'avaient intégrée dans la doctrine fondamentale de chaque patrouille qu'ils menaient. 3 jours avant toute opération, les opérateurs australiens réduisaient drastiquement tous les produits parfumés. Ils frottaient de la boue de jungle sur leur peau exposée et leurs uniformes. Ils ajustaient leur alimentation pour réduire les composés chimiques que le corps expulse. Ils ne cherchaient pas à éliminer complètement leur signature olfactive, car aucun étranger ne pouvait disparaître totalement dans le paysage olfactif de la jungle, mais ils la réduisaient suffisamment pour réduire la fenêtre de détection de plusieurs heures à quelques secondes. Et c'est dans ces secondes que résidait la différence entre une patrouille opérant sans être détectée pendant des jours et une patrouille marchant droit dans une embuscade. La technique du Sasser Shuffle, introduite le 3e jour de formation par les instructeurs australiens, produisit des réactions chez les opérateurs américains que les instructeurs avaient appris à attendre et pour lesquels ils avaient développé des réponses spécifiques. Cette technique exigeait une vitesse de déplacement si bien en dessous de la base tactique américaine qu'au départ, elle ne fut pas reconnue comme une véritable compétence militaire. Un pied se soulevant avec une délibération précise, planant dans les airs, tandis que l'opérateur évaluait le terrain spécifique devant lui, avançant par incréments mesurés en centimètres, puis descendant avec une attention totale à chaque source de bruit potentiel en dessous. Une distance que la doctrine américaine spécifiée devrait prendre 10 minutes, pouvait prendre 4 heures aux patrouilles australiennes. Les Américains observant la démonstration ne pouvaient pas initialement traiter ce qu'ils voyaient comme une technique militaire. Leurs instincts, forgés par des années de formation qui privilégiaient la rapidité et un tempo agressif, leur faisaient penser que ralentir signifiait devenir plus vulnérable, passer plus de temps dans la zone de danger, plus d'opportunités pour l'ennemi de détecter et d'engager. Les Australiens avaient entendu cette objection de nombreuses fois. Leur réponse n'était pas un argument, mais une démonstration. Ils envoyèrent une patrouille de 4 hommes dans la jungle de la zone d'entraînement et demandèrent aux équipes américaines de les trouver. La patrouille australienne se déplaçait à un rythme propre, au SASR. Les Américains se déplaçaient à un rythme américain, bien plus lent que leur tempo opérationnel habituel, car ils avaient reçu l'instruction de se déplacer prudemment. Ils ne trouvèrent pas les Australiens les trouvèrent plusieurs fois. La même patrouille, prise complètement au dépourvu par 4 hommes qui s'étaient déplacés si lentement qu'ils n'avaient à peine couvert le terrain que les Américains avaient déjà traversé. La démonstration n'avait besoin d'aucun commentaire. Les mathématiques de la détection faisaient leur propre argumentation. Vous ne pouvez pas perdre un contact qui n'a jamais eu lieu, vous ne pouvez pas être pris dans une embuscade par un ennemi qui ne sait pas que vous existez. Et vous ne pouvez pas rester inconnu si vous vous déplacez à une vitesse qui rend le silence impossible et le bruit inévitable. La doctrine de l'embuscade que les Australiens enseignaient inversait toutes les spécifications des manuels d'entraînement américains. Et cette inversion n'était pas une question de réglage fin, c'était une inversion catégorique. La doctrine américaine spécifiait une distance minimale de 50 mètres entre l'élément de l'embuscade et le trajet attendu de l'ennemi. Cela était conforme à la logique de la guerre conventionnelle. 50 mètres offrirent du temps de réaction, une supériorité de feu à une distance gérable et des options pour se retirer si l'engagement se dégradait. Les Australiens pratiquaient à 15 mètres. 15 mètres, c'est assez près pour observer l'expression sur le visage d'une cible, assez près pour entendre la respiration individuelle, assez près pour sentir la sueur, la nourriture et l'équipement. Assez près pour qu'un toussotement, un éternuement, un tremblement musculaire involontaire ou toute autre réaction biologique involontaire à des heures de silence imposées signifie une découverte instantanée. Dans une situation où la détection signifiait un contact à des distances où la supériorité de feu était sans importance et où l'élément de surprise, qui était la logique stratégique de toute embuscade, avait été éliminé. La raison derrière la doctrine des 15 mètres n'était pas l'imprudence. C'était la même logique qui gouvernait toute la philosophie opérationnelle du SASR. À 15 mètres, il n'y avait pas de tir manqué. À 15 mètres, l'engagement se terminait avant qu'une cible ait pu comprendre ce qui se passait, encore moins réagir tactiquement. À 15 mètres, une patrouille de 4 hommes pouvait neutraliser une colonne de 20 soldats ennemis avant même que l'un d'eux n'ait eu le temps de sortir son arme. Et à 15 mètres,
La patrouille pouvait se retirer et disparaître dans la jungle avant que quiconque ait échappé au contact initial puisse comprendre ce qui venait de se passer, combien d'attaquants il y avait eu ou dans quelle direction ils étaient partis. La seule preuve était des corps. Pas de renseignements sur la méthode, pas de renseignements sur les nombres, pas de renseignements sur la direction du retrait, juste des personnels neutralisés et des questions qui ne seraient jamais répondues. L'effet psychologique de cette incertitude sur les forces ennemies, qui trouvaient ensuite les corps, dépassait tout ce que la doctrine conventionnelle d'embuscade pouvait produire, parce que la doctrine conventionnelle laissait suffisamment de preuves pour être comprise et donc contre-attaquée. La doctrine du SASR laissait seulement de la peur. L'attente que l'embuscade à 15 mètres exigeait était l'élément qui séparait le plus fondamentalement les opérateurs australiens de leurs homologues américains, pas en termes de capacité physique, mais en termes de formation psychologique. Les opérateurs australiens établissaient des positions d'embuscade et y restaient pendant des jours, pas des heures, des jours. Ils mangèrent des rations froides pour éliminer les odeurs de cuisson. Ils utilisaient des contenants pour leurs besoins biologiques afin d'éliminer les marqueurs olfactifs. Ils communiquaient par des signaux de la main si minuscules qu'il était peu probable qu'ils soient lisibles à 5 mètres. Et ils laissaient des serpents venimeux et des insectes mordants ramper sur leur peau exposée plutôt que de risquer le moindre mouvement pour les repousser. La discipline mentale que cette attente nécessitait n'était pas quelque chose qui pouvait être entraîné en quelques semaines ou mois. C'était le produit d'une formation psychologique spécifique que le processus de sélection et d'entraînement du SASR avait été explicitement conçu pour produire et qui nécessitait des années pour se développer correctement. La sélection du SASR dans les années 1960 maintenait un taux d'attrition dépassant les 80% sur un cycle de sélection de 6 mois. Les candidats éliminés ne l'étaient pas parce qu'ils manquaient d'endurance physique ou de compétences techniques. Le SASR savait déjà que nombre des candidats éliminés étaient physiquement capables de terminer la formation. Ce qu'il sélectionnait était quelque chose de plus spécifique et de plus difficile à mesurer. L'architecture psychologique qui permettait la patience spécifique, le silence spécifique et la retenue disciplinée spécifique que la doctrine opérationnelle exigeait. Le sergent McDewey, qui a servi comme évaluateur de formation durant la période 1966 à 1968, décrivit la philosophie de sélection avec une précision que nul langage de réglementation en matière de formation n'aurait pu égaler. Nous ne cherchons pas l'homme qui peut endurer le plus. Il expliqua à un groupe d'officiers américains pendant un exercice d'évaluation conjoint, nous cherchons l'homme qui a véritablement cessé d'avoir besoin des choses qui rendent l'endurance nécessaire, l'homme qui n'a plus besoin de bouger pour se sentir en sécurité, qui n'a plus besoin de bruit pour se sentir en contrôle, qui n'a plus besoin de confirmation extérieure qu'il prend la bonne décision. Cet homme, expliqua McDake, nécessitait 5 ans pour être formé correctement. 3 semaines de formation conjointe pouvaient donner aux opérateurs américains un aperçu de la doctrine, mais elles ne pouvaient pas leur donner ce que la doctrine exigeait pour fonctionner. Les instructions en matière de pistage que les Australiens fournissaient pendant les programmes conjoints représentaient sans doute la démonstration la plus frappante de l'écart entre les deux institutions, car c'était l'un des domaines où la technologie américaine a été battue de manière directe et humiliante par la compétence humaine. Les forces américaines au Vietnam comptaient sur une panoplie de technologies de reconnaissance et de renseignement représentant la frontière absolue de ce que la technologie militaire des années 1960 pouvait produire. Photographie aérienne, capteurs au sol, surveillance électronique, renseignement par interception. Le produit combiné de la technologie militaire la plus avancée de la planète, appliquée avec d'énormes ressources et un engagement institutionnel dans un terrain de jungle contesté contre un ennemi qui avait opéré dans ce terrain depuis des générations. Cependant, la technologie ratait systématiquement des éléments que les trackers australiens retrouvaient sans instruments, sans infrastructure et sans rien d'autre que le savoir accumulé dans la culture institutionnelle du SASR grâce à l'intégration des traditions de pistage aborigènes affinées au cours de 40 000 ans d'adaptation continue à l'environnement. Une herbe pliée révélait à un tracker australien combien d'heures s'étaient écoulées depuis qu'un individu était passé par cet endroit. L'angle spécifique de la courbure, le degré de récupération, le changement de couleur de la végétation stressée racontaient une histoire précise sur la direction, la vitesse et le poids approximatif.
Le comportement des insectes perturbés indiquait la direction du déplacement avec une précision que aucun capteur au sol ne pouvait répliquer. La compression des feuilles indiquait le nombre et le poids des personnels passés. Le comportement animal, la manière spécifique dont les oiseaux prenaient leur envol dans une section de la jungle, tandis que d'autres poursuivaient leur activité normale ailleurs, signalait la présence humaine aussi clairement qu'un feu de signalisation pour quiconque savait lire ce langage. En mars 1968, une patrouille du SASR avec un tracker localisa un élément de commandement d'un bataillon Viet Cong dans une zone que la surveillance aérienne américaine, l'interprétation photographique et les capteurs au sol avaient éliminée et officiellement classée comme n'ayant aucune présence ennemie significative. Le tracker avait mis 4 heures. La technologie avait mis des semaines et produit la mauvaise réponse. L'élément de commandement du bataillon fut ensuite détruit par une frappe aérienne. La technologie avait échoué. Le savoir accumulé de 40 000 ans d'adaptation humaine à l'environnement avait triomphé. Le Pentagone n'émit pas de communiqué de presse. Le programme d'entraînement conjoint produisit des résultats que les rapports après-action américains documentèrent avec une combinaison d'admiration sincère et de malaise institutionnel. Le malaise venait d'un problème que Walsh avait identifié dans son évaluation confidentielle et que chaque officier supérieur américain ayant examiné les résultats de l'entraînement confronta un jour. Les techniques pouvaient être enseignées. Certaines techniques pouvaient même être apprises efficacement par des opérateurs américains prêts à s'engager véritablement dans l'inversion philosophique qu'elles exigeaient. Le problème était la cohérence. Les Australiens réussissaient environ 85% de leurs opérations. Les équipes américaines ayant suivi l'intégralité du programme de formation australien, utilisant les mêmes techniques, dans le même terrain, contre le même ennemi, obtenaient des taux de réussite qui tournaient autour de 40%. L'écart n'était pas trivial, ce n'était pas un artefact de mesure. C'était un réel écart opérationnel entre deux forces utilisant la même doctrine. Et cet écart persistait, peu importe combien de temps les opérateurs américains s'entraînaient ou combien ils s'engageaient à appliquer ce qu'ils avaient appris. Le colonel Arthur Bull Simons, le légendaire commandant des opérations spéciales qui planifia l'attaque de Son Tay et qui observa de près le programme d'entraînement conjoint, identifia la cause profonde avec une précision qu'aucune révision institutionnelle n'avait réussi à atteindre. Le problème, dit Simons, n'était pas le talent. Les Américains qu'il avait observés dans ce programme étaient parmi les meilleurs soldats qu'il ait jamais vus. Le problème n'était pas le courage, ce n'était pas l'engagement, ce n'était pas l'intelligence. Le problème était que le SASR formait ses opérateurs au fil des années par un processus de sélection et de raffinement continu au sein d'une culture institutionnelle spécifique. Et les Américains tentaient de construire des opérateurs en quelques mois de cours intensifs au sein d'une culture institutionnelle complètement différente. La culture n'était pas un simple emballage autour des techniques. Là, la culture était les techniques. Séparer la technique de la culture qui l'a produite, et vous obtenez une performance qui est meilleure que la norme, mais qui n'atteint jamais la cohérence que la culture permet. La transformation psychologique que le programme complet de formation australien a produite chez les opérateurs américains qui l'ont suivi a été décrite dans des mémoires, des débriefings et des interviews d'après-guerre avec une constance qui suggérait quelque chose de plus fondamental qu'un simple ajustement de méthode tactique. Les vétérans ayant suivi ce programme ont décrit ce qu'un SEAL appela une inversion totale de la façon dont il comprenait sa propre relation avec l'environnement dans lequel il opérait. Avant la formation australienne, il comprenait la jungle comme un terrain, quelque chose à traverser, gérer, utiliser comme couverture ou surmonter. Après la formation, il la comprenait comme un système avec son propre langage, ses propres informations et ses propres conditions d'acceptation. La jungle ne vous acceptait pas parce que vous étiez compétent. Elle vous acceptait parce que vous aviez cessé de vous y imposer. Ce passage de l'imposition à l'acceptation, de la domination à l'intégration, était le niveau le plus profond auquel l'entraînement australien opéra, et c'était aussi le niveau le plus difficile à transférer dans un programme formel, car il ne nécessitait pas l'acquisition de nouvelles compétences, mais l'abandon d'hypothèses profondément ancrées sur ce que devait être un soldat. Le système de formation américain avait passé des années à intégrer ces hypothèses dans ses officiers. Le programme de formation du SASR demandait à ses officiers de les déconstruire en quelques semaines.
La plupart d'entre eux parvinrent à une déconstruction partielle, produisant des résultats partiels. Les Australiens, qui n'avaient jamais construit ces hypothèses en premier lieu, car leur culture institutionnelle avait été reconstruite depuis zéro après que la Malaisie les ait brûlés, ne faisaient pas face à cet obstacle supplémentaire. Leur base était déjà l'objectif que la formation américaine cherchait à atteindre. L'héritage de ce que les Australiens ont enseigné aux forces spéciales américaines au Vietnam ne s'est pas terminé lorsque les Australiens se sont retirés en 1971. Il s'est enraciné dans la communauté des opérations spéciales américaines de manière à prendre des décennies pour se manifester pleinement. La formation du Delta Force en 1977 incorpora les méthodologies de sélection du SASR et les principes d'autonomie des petites unités qui reflétaient directement ce que les officiers américains avaient observé et documenté pendant les programmes de formation conjoints. Les unités de surveillance de longue portée adoptèrent des techniques de patrouille directement issues de la pratique australienne. L'accent mis sur l'autonomie des petites unités, caractéristique des opérations spéciales américaines modernes, la doctrine selon laquelle de petites équipes opérant de manière indépendante peuvent obtenir des effets que de grandes formations avec un soutien étendu ne peuvent pas égaler, est traçable dans ses spécificités opérationnelles à ce que 4 hommes avec de petits sacs ont démontré à Newat en avril 1967. Les Australiens ont appris aux Américains à penser comme des chasseurs plutôt que comme des soldats. Et ce changement cognitif, bien qu'imparfait et partiel dans sa transmission initiale, s'est propagé à travers chaque conflit des opérations spéciales américaines qui a suivi le Vietnam. La filiation spécifique est rarement créditée dans les récits officiels américains, pour des raisons qui ont plus à voir avec la fierté institutionnelle qu'avec la précision historique. Mais elle est visible dans la doctrine, les critères de sélection, la méthodologie de formation et la philosophie opérationnelle des forces spéciales américaines modernes, de manière que quiconque comprend d'où proviennent ces éléments ne peut manquer de reconnaître. Les Viet Cong avaient compris ce que le système de formation américain avait produit avant même que ce dernier ne s'en rende compte, et ils ont communiqué cette compréhension par une simple phrase qui s'est répandue dans leur réseau opérationnel, de manière que les analystes du renseignement interceptèrent avec une attention croissante. Maang, les fantômes de la jungle. Les Viet Cong ne donnèrent pas ce nom aux forces américaines. Ils ne le donnèrent pas aux forces sud-vietnamiennes. Ils le donnèrent spécifiquement et exclusivement aux Australiens. Et ce nom capturait quelque chose que aucune évaluation tactique ne pouvait totalement quantifier. Ils n'étaient pas simplement efficaces, ils étaient inconnus. Leur présence ne pouvait pas être détectée jusqu'à ce qu'ils choisissent de la révéler. Leur méthode ne pouvait pas être contrée car elle ne pouvait pas être comprise. Leurs attaques se matérialisaient à partir de terrains qui avaient été dégagés et évalués comme sûrs, puis disparaissaient dans ce même terrain, ne laissant rien derrière si ce n'est la preuve de leurs résultats. On ne peut pas se préparer à un ennemi que l'on ne peut pas localiser. On ne peut pas s'adapter à une menace que l'on ne comprend pas. On ne peut pas maintenir la cohésion des unités et l'efficacité opérationnelle lorsque vos combattants ont peur d'utiliser des sentiers qui ont été nettoyés. Peur de s'arrêter pour se reposer dans des positions qui ont été vérifiées, peur de faire confiance à toute évaluation de sécurité parce que les fantômes de la jungle ont prouvé que chaque évaluation est provisoire et que chaque certitude est temporaire. La guerre psychologique menée par le SASR n'était pas une opération supplémentaire superposée à sa mission tactique, c'était le produit de leur méthode tactique, la conséquence psychologique inévitable d'un ennemi qui opérait de manière à produire aucune contre-mesure et à laisser aucune trace. Les Américains qui ont appris ce qu'ils pouvaient du programme de formation australien l'ont finalement compris. Mais cette compréhension est arrivée trop tard pour changer le cours de la guerre. Toutefois, elle a changé la manière dont l'Amérique combat. Et ce changement est le legs le plus conséquent de ces 4 hommes qui sont descendus d'un avion à Newat, portant des sacs à dos qui paraissaient trop petits et ne disaient rien de ce qu'ils avaient vécu ou appris. Ce que le titre de ce récit interroge et ce à quoi l'histoire exige une réponse honnête est la question de ce que la formation australienne des officiers américains a révélé sur le système qui avait produit ces officiers avant que les Australiens ne les forment. La réponse n'est pas flatteuse. L'armée américaine de 1967 avait passé 20 ans à construire la machine de guerre conventionnelle la plus puissante du monde. Et ce faisant, elle s'était systématiquement optimisée loin de la capacité que la guerre spécifique qu'elle menait exigeait.
Elle avait formé des officiers agressifs quand la patience était requise, bruyants quand le silence était la seule tactique viable, dépendants quand l'indépendance était la condition de survie, et institutionnellement formés autour de critères que l'environnement spécifique rendait non seulement inadéquats, mais activement contre-productifs. Les Australiens qui les avaient formés ne leur enseignaient pas des secrets exotiques. Ils leur enseignaient des fondamentaux qu'une analyse sérieuse de la guerre de contre-insurrection aurait identifiés comme nécessaires bien avant 1967. Si une telle analyse avait été menée, l'examen n'avait pas été réalisé parce que l'institution avait trop confiance en sa doctrine existante pour la remettre en question, trop investie dans sa technologie existante pour en douter, et trop fière de ses résultats passés pour reconnaître qu'une guerre menée par des paysans du riz en pyjama noir exposait les présupposés fondamentaux comme erronés. Les Australiens fournirent l'analyse que l'institution avait refusé de mener sur elle-même. Ce que les officiers américains ayant survécu à cette formation ont emporté avec eux n'était pas simplement un ensemble de techniques. C'était la connaissance que l'institution qui les avait formés les avait mal préparés pour la guerre dans laquelle ils se trouvaient. Cette connaissance est la chose la plus importante que ces 4 hommes, avec leurs petits sacs et sans antenne radio, ont apporté à Newath en avril 1967. Et c'est la connaissance que chaque institution militaire, y compris celles qui ont hérité des leçons du Vietnam, a le plus puissant des incitatifs institutionnels à oublier. Les résultats opérationnels spécifiques produits par la formation australienne dans les unités américaines, ayant véritablement intégré ce qu'elles avaient appris, méritent d'être examinés comme preuve et non simplement cités comme conclusion. L'école Mackleavey-Rokondo, la principale structure de formation pour les patrouilles de reconnaissance à longue portée au Vietnam, incorpora des instructeurs australiens et une méthodologie d'origine australienne dès 1967. Les unités qui passèrent par le programme mis à jour et dont les commandants acceptèrent que la nouvelle doctrine façonne véritablement leur pratique opérationnelle, plutôt que de l'ajouter comme une couche supplémentaire à la méthode américaine existante, montrèrent des améliorations mesurables dans les résultats opérationnels, améliorations que le registre officiel documente même dans son comptage le plus conservateur. Les taux de détection des patrouilles diminuèrent. La qualité du renseignement issu des opérations d'observation prolongée augmenta. Les ratios de contact avec l'ennemi, la proportion des patrouilles qui établirent un contact avec les forces ennemies dans les conditions de l'ennemi plutôt que dans celles des Australiens, se modifièrent d'une manière que les analystes eurent du mal à attribuer à autre chose qu'un changement doctrinal. Les unités qui montrèrent les plus grandes améliorations étaient systématiquement celles dont les officiers avaient passé le plus de temps avec les instructeurs australiens et qui étaient les plus disposés à accepter la demande philosophique centrale que la formation imposait. La demande n'était pas pour de nouvelles compétences. La demande était pour une nouvelle relation entre l'opérateur et l'environnement dans lequel il opérait. Les officiers qui acceptèrent cette demande produisirent des unités qui fonctionnaient différemment. Les officiers, qui acquérirent les techniques sans accepter la demande, produisirent des unités qui performent mieux que leur base précédente, mais moins bien que les Australiens. Cet écart, persistant et mesurable, était l'écart entre une technique et une culture. C'était l'écart que Walsh avait documenté et que Simons avait identifié. Et c'était l'écart que le programme de formation australienne, malgré toute sa générosité et ses enseignements authentiques, ne pouvait jamais entièrement combler dans le temps imparti et dans les contraintes institutionnelles que la culture militaire américaine imposait même à ses étudiants les plus déterminés. Les hommes qui ont construit la doctrine du SASR pour le Vietnam n'étaient pas des théoriciens opérant depuis des salles de classe ou des académies militaires. Ce furent des praticiens qui avaient testé leurs idées dans des conditions où les tests étaient payés de la vie des hommes qui les entouraient. Le lieutenant-colonel John Sullman, qui commanda le escadron du SASR de 1966 à 1967, décrivit le développement de la doctrine avec une franchise que aucun document officiel n'avait su capturer. « Nous n'avons pas développé cela parce que nous étions plus intelligents », expliqua Soman dans une interview d'après-guerre. Nous l'avons développé parce que l'alternative était de perdre des hommes que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre dans une guerre où les perdre discrètement était le seul résultat pire que de les perdre en contact.
Les patrouilles Belekara de reconnaissance prolongée, qui devinrent l'approche opérationnelle signature du SASR au Vietnam, étaient des patrouilles qui couvraient des parfois 50 km en 7 jours sans tirer un seul coup de feu, tout en cartographiant chaque sentier, comptant chaque mouvement ennemi, identifiant chaque cache de ravitaillement et photographiant chaque structure suspecte dans leur zone opérationnelle. Ce n'était pas le fruit d'une doctrine rédigée à l'avance. Elles étaient le produit d'une expérience dure sur ce qui se passait lorsque les patrouilles se déplaçaient trop vite, faisaient trop de bruit, transportaient trop d'équipements et faisaient davantage confiance à la technologie qu'à l'habileté humaine pour leur indiquer où se trouvait l'ennemi et s'ils avaient été détectés. Chaque perfectionnement de la doctrine était basé sur un échec opérationnel spécifique. Chaque élément du SASR Shuffle, la marche lente et prudente, avait un précédent d'une patrouille qui s'était déplacée trop vite et en avait payé le prix. Chaque élément de la discipline de l'odeur avait un contact initié par un ennemi qui, situé en aval, avait senti la patrouille avant de la voir. La doctrine n'était pas théorique. C'était le témoignage de ce que la jungle avait enseigné, écrit dans un langage spécifique, de leçons opérationnelles apprises et de mémoires institutionnelles préservées. Le bilan final de ce que la formation australienne des officiers américains a produit pendant la guerre du Vietnam et dans ses suites ne se mesure pas en comptabilisant les corps ou en analysant les statistiques opérationnelles. Bien que ces statistiques existent et racontent leur propre histoire sur l'écart entre ce que deux systèmes de formation ont produit dans des environnements similaires, le véritable bilan est visible dans la filiation de la doctrine des opérations spéciales américaines qui va des programmes de formation conjoints de 1967 à la création de Delta Force en 1977 en passant par les réformes des opérations spéciales des années 1980 et 1990 jusqu'à la philosophie opérationnelle des forces spéciales américaines modernes. Cette filiation porte les empreintes, etc., de ce que 4 Australiens ont enseigné à Newat imparfaitement et partiellement contre la résistance institutionnelle d'une culture militaire qui s'était construite autour de présupposés et de valeurs différentes. Ces empreintes, sont visibles dans l'accent mis sur l'autonomie des petites unités. Elles se retrouvent dans la volonté d'opérer avec une signature électronique minimale. Elles sont présentes dans la collecte de renseignements basés sur la patience que les opérations spéciales modernes privilégient par rapport au tempo agressif que la doctrine conventionnelle demandait. Elles se retrouvent dans la compréhension, durement acquise et encore imparfaitement appliquée, qu'en guerre non conventionnelle, l'arme la plus dangereuse n'est pas celle qui frappe le plus fort, mais celle qui frappe depuis une position que l'ennemi ne savait même pas exister. Les Australiens ont appris aux guerriers d'élite américains à devenir des fantômes. Tous ne l'ont pas appris entièrement. Tous ne le pouvaient pas, étant donné ce pourquoi ils avaient été formés avant que les Australiens ne viennent les former. Mais assez d'entre eux ont appris suffisamment pour transformer ce que sont devenues les opérations spéciales américaines. Et l'institution qui les a changées n'a jamais été pleinement créditée pour ce changement. Cette omission représente une petite injustice historique par rapport aux injustices opérationnelles que la guerre a produites en abondance. Mais c'est l'injustice spécifique que ce récit existe pour corriger.